je pense qu'on a du volume, Voilà. c'est excellent. Bonjour, bonjour, bonjour. Bonjour. OK, bien, rebonjour à tous, toutes. Bienvenue à cette table ronde. Nous avons des micros pour que vous nous entendiez bien, mais non seulement pour que vous nous entendiez bien, mais aussi pour ceux qui nous suivent en web diffusion nous entendent bien aussi. Donc, il y a des gens qu'on salue qui ne sont pas sur les lieux, mais qui nous suivent avec attention. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des micros dans la salle pour vos interventions. Parce que je précise que c'est une table ronde. Une table ronde, ça inclut, c'est une grande table qui inclut toute la salle, dans le sens que la discussion va commencer ici, mais assez rapidement, on souhaite que les échanges se déplacent dans la salle, que vos questions et vos commentaires nourrissent rapidement la discussion. Alors, pour que les gens qui nous suivent en web diffusion entendent votre question, il faudra vous servir des micros. Ils sont déjà sur pied là, dans la salle, très facile à identifier. Pas besoin de me présenter, on s'est déjà rencontrés tantôt, donc ça c'est fait. Alors, on va sans plus tarder entrer dans le vif du sujet, faire une petite mise en contexte. On veut parler de la gestion de la diversité. Donc, c'est bien beau la diversité, mais passons de la théorie à la pratique. Je vous rappelle que selon le Conseil supérieur de l'éducation, gérer la diversité, c'est, je cite 2 points, permettre la réalisation par chacun de son plein potentiel en maintenant des exigences élevées. C'est quand même déjà très diversifié en soi, la formation professionnelle, c'est quand même 125 programmes d'études qui mènent encore plus de milieux de travail, qui, eux, reflètent aussi souvent des cultures diversifiées, grande variété d'enseignants, d'enseignantes, issus de milieux de travail différents. Bref, la diversité, la thématique, on dirait bien. Hein? Alors, lorsque toute cette diversité professionnelle se conjugue dans un milieu de formation, puis qu'on désire offrir un service de formation équitable, performant, à une diversité d'apprenants, ça soulève bien des questions. Il y a plusieurs défis qui se présentent. Alors, pour porter un regard donc, sur la question, je vous présente notre panel d'experts. Elles vous présenteront en tour de rôle leur point de vue sur la gestion de la diversité depuis un angle en particulier. Donc, du point de vue de l'élève, nous entendrons Nadia Rousseau. Du point de vue de la classe, Nancy Gaudreau. Du point de vue de l'enseignant, Manon Doucet. Et enfin, du point de vue des tâches, modalités de formation, le système avec Marcel Parr. Je vais vous présenter nos panélistes à tour de rôle plus longuement. Et je vous invite quand même à faire connaissance avec elles via leur biographie détaillée sur le site. Mais pour débuter, donc, Nadia Rousseau, que je vais vous présenter. Nadia Rousseau, qui est professeure titulaire en adaptation scolaire à l'Université du Québec à Trois-Rivières. Elle est titulaire de la chaire de recherche Normand Maurice. Elle a été donc de 2012 jusqu'à tout récemment, de 2002 à 2018, mais elle l'est encore. Êtes-vous encore? En fait, on vient de moduler la chair pour autre chose. Pour autre chose. Bon, alors, restons, vous nous expliquerez tantôt. Donc, de 2002 à 2018, titulaire de la chaire de recherche Normand Maurice, entre autres responsable de l'équipe QUISAC, Qualification et Insertion socio-professionnelle de jeunes adultes québécois. Et elle s'intéresse particulièrement à l'expérience scolaire et à la connaissance de soi des jeunes ayant des troubles d'apprentissage, de même qu'à la pédagogie inclusive et aux facteurs clés qui favorisent l'obtention d'un premier diplôme d'un plus grand nombre de jeunes ayant des difficultés scolaires importantes. Donc, on parle de la gestion de la diversité d'un point de vue le plus pratique possible. Maintenant, commençons avec le point de vue de l'élève porté par Nadia Rousseau. Chacune de nos expertes, de nos invités, va présenter son point de vue quelques minutes, pendant environ 5 minutes, à tour de rôle, et ensuite on ouvrira la discussion. Donc, on écoute d'abord Mme Nadia Rousseau. Merci. Alors, bon matin tout le monde. 5 minutes, c'est pas beaucoup pour vous parler de tout ce que les jeunes peuvent nous dire en termes de gestion de la diversité, souvent leur diversité, donc la gestion de leur expérience scolaire. Quelques éléments importants, peut-être juste pour situer le propos, puis peut-être faire un lien avec la présentation de ce matin. Une étude de cohorte, donc, s'est intéressée aux jeunes de l'entrée à la maternelle jusqu'à l'âge de 24 ans, des cohortes qui ont débuté dans les années 80 jusque dans les années 92. Alors, vous me direz que la dernière cohorte, ça fait peut-être 8 ans à peu près que c'est terminé, mais il reste que des études de cohorte comme ça, c'est plutôt rare. Et un des grands constats de cette étude-là, auprès de 10 000 jeunes recensés dans l'étude, c'est que c'est en FP où les jeunes qui ont été identifiés comme ayant des difficultés scolaires au secteur jeune obtiennent le plus de diplômes. Donc, 19 fois plus que dans les autres voies de formation. C'est quand même notable. Et je pense que ça situe bien le propos aussi quand on parle de la perception des jeunes. Tout d'abord, il faut savoir que le bien-être des jeunes dans l'apprentissage est au cœur du propos.
Je passerai par l'engagement scolaire. L'engagement scolaire, on parle d'un engagement qui est affectif, on parle d'un engagement cognitif et on parle d'un engagement comportemental. Et ma collègue va souvent travailler ici sur toutes les manifestations de comportement, d'engagement ou plus souvent de désengagement. Mais ce qu'on apprend des jeunes, c'est que l'engagement scolaire, le volet affectif, est intimement lié au volet cognitif. Et si je me sens capable d'apprendre, si je sens que j'ai une chance d'apprendre, qu'il y a de l'espoir d'apprendre, que ma place, elle est acceptée, voulue, ben ça fait en sorte que mon expérience d'apprentissage est plus positive et donc mon engagement est accru. Ce que les jeunes nous disent de la FP, et je dois dire que c'est quand même assez similaire avec la FGA, je me permets de faire le lien, c'est ce besoin d'apprendre à l'intérieur d'une relation enseignant-élève qui est respectueuse, mais qui est de qualité. C'est-à-dire de qualité, oui, le respect, mais avec des attentes élevées. Des attentes élevées à leur égard, malgré les difficultés qu'ils peuvent rencontrer. Et les jeunes se rendent compte très rapidement lorsque, bon, on les accepte, mais finalement, on ne croit pas tellement à leur réussite. Et dans leurs mots, ça se traduit comme « mon prof doit croire en moi souvent plus que moi-même j'y crois », parce qu'ils ont perdu confiance en leur capacité d'apprendre. Et aussi, ils vont nous parler d'un intérêt authentique pour eux, pour leur avenir, pour leur développement. Donc, toute la qualité de la relation, elle est très importante. L'autre élément qui est souvent nommé par les jeunes pour les soutenir dans leur apprentissage, je parle toujours des jeunes qui vivent des difficultés à l'école, on parle du besoin d'être encouragés et soutenus. Alors, contrairement à des jeunes qui s'auto-renforcient de par leurs résultats faciles, de par leurs compétences manifestes, ceux pour qui c'est plus difficile, le besoin d'être encouragé et soutenu, c'est à la fois un soutien formel à travers les services éducatifs complémentaires, les services qu'ils nomment le plus ou les personnes qu'ils nomment le plus dans ces soutiens formels-là, c'est le conseiller d'orientation pour les aider à voir plus clair dans leur choix professionnel, parce qu'ils peuvent rentrer chez vous dans une FP, mais finalement se rendre compte assez rapidement que c'était peut-être pas le bon choix. Mais ils sont tellement loin sont tellement déconnectés de qui ils sont, de par l'expérience scolaire passée, de par une vision plus négative de leurs forces, ou en fait d'avoir oublié quelles forces ils avaient, qu'ils ont de la difficulté à choisir vraiment une voie de formation qui répond à leur intérêt. Donc, un besoin de soutien formel, un besoin de soutien qui est informel aussi. Informel, on parle de la salle de classe, de l'entrepreneur, on parle de la famille, on parle des amis, les gens qu'ils croisent sur leur route dans leurs activités de formation ou sur leurs activités de formation et qui vont les encourager. Un autre élément important. Il me reste combien de minutes? Ça va bien? 30 secondes. 30 secondes? Oui. Parfait, ça ne va pas si bien que ça. Donc, vous pourrez revenir tout à l'heure dans la discussion sur les éléments que vous voulez. Autre élément très important que je dois dire en 20 secondes qui doit rester, c'est donc de les aider à développer une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de qui ils sont, de comment ils apprennent, de reprendre contact avec leurs forces pour leur redonner un minimum de sentiment de pouvoir agir, pour apprendre malgré les difficultés, s'engager malgré les difficultés, prendre des risques. Et pour faire tout ça, il y a toute une série de conditions facilitantes pour vous que vous pourrez poser la question tantôt. On la garde, la question. Les questions facilitantes. Merci beaucoup. Merci, Nadia Rousseau. Maintenant, je vous présente, pour nous parler de justement de gestion de la diversité, mais du point de vue de la gestion de la classe, finalement, Nancy Gaudreault, qui est professeure agrégée en adaptation scolaire à l'Université Laval. Elle est chercheuse à la chaire de recherche sur la sécurité et la violence en milieu éducatif, ainsi qu'au laboratoire international sur l'inclusion scolaire. Ses intérêts de recherche portent sur la formation et l'accompagnement du personnel éducatif, ainsi qu'au développement de leur sentiment d'efficacité personnelle et à la transformation de leur pratique d'intervention envers les élèves présentant des difficultés comportementales. Elle est aussi l'auteure du livre « Gérer efficacement sa classe, les 5 ingrédients essentiels ». Je ne sais pas si on va les entendre dans sa présentation. Ils vont certainement quelque part là-dedans. Donc, Mme Gaudreault, on vous écoute.
Alors, bonjour à tous. C'est suffisamment fort quand même, hein? J'ai fait exprès. Est-ce que ça va quand même? Vous pouvez le monter un petit peu? Ah ouais, faudrait, oui, parce que je parle vraiment fort au naturel. Non, allez-y, on va Donc, s'ajuster de l'autre côté au technicien. Parfait. Comme ça, parfait. OK. De mon côté, quand on parle de langue de la classe, qu'est-ce qui me vient en tête en 5 minutes pour parler de la gestion de la diversité dans un contexte de classe? Je pense tout de suite à la posture de l'enseignant, parce qu'il y a plusieurs postures que l'enseignant peut adopter. Et quand on parle de gérer la diversité en classe, entre autres, gérer les écarts de conduite qui peuvent survenir, il y a deux principales postures. Il y a l'enseignant qui va être vraiment dans une approche qu'on va appeler plus proactive. Donc, l'enseignant qui va planifier, qui va anticiper, qui va imaginer plusieurs scénarios possibles d'intervention pour être prêt à faire face aux différentes situations qui pourraient survenir. Puis, il y a l'enseignant qui, lui, se met plus dans un mode réactif, c'est-à-dire qu'il a un scénario, un plan de match, puis il verra ce qui arrivera. Donc, on est plus dans une approche à ce moment-là qui va être réactive. Toutes les recherches, quand on parle de gestion de classe, quand on parle d'enseignants qui réussissent à favoriser un engagement auprès des élèves perçus ou étant clairement plus difficile que la moyenne, parce qu'on s'entend que nos élèves ultra motivés, nos élèves qui ont choisi leur voie, qui aiment ça, qui en mangent, c'est pas eux autres là, qui nous causent problème quand on parle de gestion de la diversité, bien souvent. Ils peuvent causer problème si on ne les nourrit pas suffisamment. Mais de façon générale, ce sont plus ceux qui se cherchent, ceux qui sont moins motivés, ceux qui ont un rythme d'apprentissage un peu plus lent, ceux qui n'ont pas nécessairement tous les acquis au départ. Donc, ce sont surtout pour eux qu'on a souvent à faire face à des situations qu'on n'avait pas prévues. Puis en gros, quand on regarde, qu'on soit au primaire, au secondaire, en formation technique, à l'université, c'est la même affaire. Quand on parle de gestion de la diversité en classe, bien, les enseignants qui réussissent le mieux sont ceux qui vont planifier une gestion de classe qui prévoit une diversité, plutôt que de planifier une gestion de classe qui prévoit un modèle d'élève, un moule finalement. Puis en gros, bien, dans les 5 ingrédients qui forment, dans le fond, 5 familles d'interventions qu'on devrait toujours avoir en tête pour bien planifier la diversité, bien, il y a tout ce qui a rapport à la gestion de mes ressources. Donc, comment je vais gérer mon temps, comment je vais gérer l'espace, le matériel, les ressources technologiques, les ressources humaines qui m'entourent. De quelle manière je vais utiliser au maximum ces ressources-là, plutôt que de dire « Ah, bien, je pourrais travailler en équipe, mais je vais travailler seul. » Je pourrais m'appuyer sur l'expertise d'un collègue qui a déjà enseigné à cet élève-là, qui pourrait m'outiller pour devenir plus apte à lui enseigner, mais dans le fond, moi, je travaille seule parce que je suis bien seule. Là, j'ai juste parlé de l'utilisation des ressources humaines, un petit bout. Quand on parle de l'espace, on sait que les enseignants qui sont plus impliqués, ceux qui sont plus dans les salles de classe un peu plus théoriques, ceux qui circulent, qui habitent l'espace, qui supervisent, qui donnent des rétroactions fréquentes, positives, vont voir aussi de façon importante le taux d'engagement de leurs élèves versus ceux qui enseignent et qu'eux écoutent et qu'après ça, ils les mettent à une tâche et eux se retirent, j'appelle ça dans leur quartier, c'est-à-dire à soit planifier autre chose, préparer du matériel pour l'activité suivante, ou peu importe. Donc, c'est une foule de petits détails qui amènent un immense écart entre une classe qui va être bien gérée et une classe qui va être moins bien gérée. Après, bien, on va parler de tout ce qui a rapport à la capacité à établir des attentes claires. Donc, celui qui anticipe les questions, qui anticipe celui qui va dire, bien, je peux-tu le faire seul, le travail, ou je suis obligé de le faire en équipe? Je le sais, je vais me la faire poser la question. Donc, ma façon de présenter la tâche en disant qu'elle sera en équipe, si dès le départ, j'énonce les raisons qu'ils soutiennent, ça va faire en sorte qu'il y aura beaucoup moins d'opposition. Donc, les consignes, est-ce qu'elles sont claires? Est-ce que j'ai des règles que je respecte? Est-ce que je suis cohérent? Est-ce que je suis constant dans ma façon de les faire respecter? Puis toute la qualité de la relation qui est au cœur de ça. Donc, est-ce que j'établis des relations positives avec chacun de mes élèves? Est-ce que chacun se sent valorisé, se sent accepté? Un peu ce que Nadia disait tout à l'heure. Est-ce que je prends le temps de connaître l'individu derrière l'élève ou c'est un numéro dans ma liste, on verra au suivant, puis je m'attends à avoir un 20 d'échec, puis ben, il va tomber dans le 20 plutôt que de viser de ne pas en avoir d'échec, puis me dire, ben, je vais trouver le moyen de créer un lien avec cet étudiant-là pour l'accrocher. Après, il y a tout ce que je leur fais vivre comme activité. Donc, est-ce que c'est diversifié? Est-ce que c'est différencié? Est-ce que je varie les activités, le matériel, les modalités de réalisation, les productions,
Donc, moi je dis souvent aux enseignants, est-ce que si moi j'étais un prof d'anglais, ben, c'est comme si j'étais une rôtisserie de Saint-Hubert où moi je vends du poulet. Est-ce qu'il y a possibilité d'aller à mon cours d'anglais puis de manger du poulet tous les jours, mais de façon différente? Ou on mange juste des poitrines de poulet dans le cours d'anglais. Vous suivez? Donc, les enseignants qui enseignent toujours de la même façon, avec les mêmes activités, voient décroître l'engagement des étudiants. Puis, c'est sûr que les élèves qui ont des difficultés de comportement vont être les premiers à manifester leur désintérêt pour ce qui est présenté, qui est trop pareil. Toujours le meilleur gâteau au chocolat va finir par tomber sur le cœur à tout le monde à un moment donné quand on insiste. Puis, mon dernier élément, puis après ça, j'ai fini. Oui. C'est le dernier élément, parce que on parle des 5 ingrédients, c'est les stratégies que j'utilise pour gérer les écarts de conduite. Alors, si je suis dans un mode proactif, bien, je vais d'abord m'aligner pour éviter que ces difficultés de comportement-là se manifestent. Donc, je vais anticiper, je vais désamorcer au fur et à mesure. Puis, je vais beaucoup être plus dans une approche d'enseignement, de développement des compétences versus celui qui est en mode réactif, qui va plutôt penser uniquement à des modes, à des stratégies punitives, à exclure, dans le fond, tout ce qui est plus coercitif, qui est plus répressif. Et là, ben, c'est clair que les résultats sont beaucoup moins concluants, beaucoup plus d'abandon, de décrochage dans ces approches-là. Oui, très bien. Merci beaucoup. Merci, Mme Gaudreault. Donc, on parlait de la classe, mais vous avez aussi beaucoup parlé de l'enseignant. Alors, ça ouvre la porte pour la prochaine intervention de Mme Doucet, qui va nous parler du point de vue de l'enseignant, justement, dans la gestion de la fameuse diversité. Mme Doucet, qui est docteur en sciences de l'éducation et professeure titulaire à l'Université du Québec à Chicoutimi. Elle enseigne à l'unité d'enseignement en adaptation scolaire et sociale. Ses intérêts d'enseignement et de recherche sont les difficultés affectives et comportementales, la méta-émotion, les habiletés sociales et l'accompagnement des enseignants dans leur pratique éducative. Alors, Mme Doucet, on vous écoute à votre tour, 5 minutes. Alors, je vais profiter un peu des deux premiers discours, je dirais, des 2 premiers 5 minutes. Je dirais tout ce que Nadia a présenté en fonction de l'élève, son bien-être affectif, être bien au niveau de sa connaissance, avoir un sentiment d'être bon, d'être compétent, bien, je peux le transférer ça aussi pour l'enseignant. Donc, c'est la même chose, je pense. On peut faire un bon parallèle. De ce que Nancy vient de présenter, elle parlait des différents ingrédients, mais est-ce que je les ai, ces ingrédients-là? Donc, moi, mon angle de vision, c'est ces 3 mots, je pense, importants, c'est positionnement, réflexion et prise de conscience, pour être capable de porter un regard sur ce qui vient d'être dit et fait. C'est toujours dans la finalité pour créer auprès des enseignants des conditions qui me permettent de réfléchir. Qui suis-je comme enseignant? Quel est mon positionnement face à ce que je fais déjà avec mes élèves et qui je suis comme professionnel? Puis pour tout ça, bien, dans l'accompagnement, je pense que c'est là où il faut amener la réflexion. Ma première question que j'aimerais vous poser, c'est quel est mon questionnement puis mon positionnement d'enseignant par rapport à ma pratique? Quelles sont mes stratégies de mise à distance par rapport à mes pratiques? Donc, je dirais, c'est comme en 3 temps. Il y a un chemin parcouru, il y a le temps 0 aujourd'hui, puis il y a l'avenir, il y a le temps, les actions que je peux poser vers l'avenir. Donc, quand je reviens à mon parcours, c'est quoi la trajectoire, c'est quoi l'évolution comme enseignant que j'ai suivi, moi? C'est quoi mes stratégies, c'est quoi mes stratégies par rapport à la diversité, mais surtout avant, c'est quoi pour moi la diversité, autant au niveau de mes collègues, parce que je vis aussi de la diversité sur le plan de mes collègues. Et qu'est-ce que ça signifie pour moi la diversité par rapport à mes collègues? Est-ce que je suis capable de me positionner? Ce matin, on avait une petite intervention sur l'intégration des élèves en difficulté. Est-ce qu'on en est encore là à parler d'intégration des élèves en difficulté ou d'inclusion? Bien, ils sont là. Qu'est-ce que je fais maintenant qu'ils sont là? Alors, c'est toutes des questions que je dois me poser, moi, quand je fais ma réflexion en fonction de la diversité, mais en fonction de qui je suis comme enseignant, pour être capable de répondre aux besoins de chacun des élèves qui sont dans ma classe. Donc, il faut que j'inverse aussi ma façon de voir. Est-ce que je reste sur un blocage de dire ça serait donc bien plus facile s'ils étaient tous à la même place? Oui, hein, mais ce ne serait pas non plus des défis. Donc, quels sont les élèves qui sont dans ma classe? Quand je fais de l'accompagnement avec les enseignants AFP, c'est quels sont ces élèves dans ma classe? Et souvent, ce qu'on me dit, c'est que
bien finalement, je ne connais pas tant que ça, mes élèves, puis je ne connais pas tant que ça non plus toutes les difficultés qu'ils vivent ou je ne comprends pas. Donc, on part du principe que parfois, c'est la méconnaissance qui nous amène à avoir des résistances face à ça. Donc, quand je parle de positionnement, quand je parle de réflexion, quand je parle de prise de conscience, c'est pour être capable d'avoir des actions, des pistes d'action qui vont être prometteuses en fonction de comment je vais voir ma classe. Il y a une recherche qui dit, qu'on avait fait, qui disait, quand je posais la question, c'était quoi le rêve des enseignants en FP dans toutes sortes de secteurs, coiffure, représentation et vente, construction, charpenterie, etc. Donc, et tous avaient un point commun, c'était des enseignants significatifs. Bien, pour être un enseignant significatif, pour pouvoir faire la différence, il faut, comme prof, que je me donne, c'est important que de me donner des temps d'arrêt. Des temps d'arrêt pour être capable de faire cette mise à distance-là. Les profs me disaient, j'ai eu une personne, on a eu un formateur qui est venu nous a parlé de la métacognition. On a eu un autre formateur qui est venu nous a parlé de telle chose. On a eu un autre formateur qui est venu nous a parlé de la gestion mentale. Un autre qui nous a parlé d'apprentissage coopératif. Mais je ne sais pas quoi faire de plus dans ma classe. Je ne sais pas comment utiliser tout ça. Je sors de là, j'ai des bonnes intentions, je voudrais faire quelque chose. Mais quand j'arrive dans ma classe avec mon quotidien, là, tu me dis comment je ferais pour tout faire ça. Alors, les temps d'accompagnement, c'est important. Ce matin, le compte de est-ce qu'on a les ressources, justement, pour l'intégration des élèves en difficulté, bien, il y a la première ressource, c'est nous, hein, nos propres ressources internes. Puis c'est ces ressources-là, d'abord, auxquelles il faut que je fasse face, parce que c'est avant de revendiquer à l'extérieur, c'est bien d'identifier c'est quoi que je veux. On le sait comme enseignant, parce j'en étais une d'abord avant d'arriver à l'université. Je sais plus souvent ce que je veux pas, ce que je veux. Donc, à partir du moment où on est capable d'établir ce qu'on veut, et aussi les stratégies, les stratégies formelles de collaboration, les enseignants en FP disent que ce sont les collègues qui vont m'aider, les premières ressources, ce sont les collègues qui vont m'aider par rapport à du matériel ou à régler un problème ou me sentir moins seul. Alors, ça veut dire que déjà dans nos collégialités, on peut s'entraider par rapport à la diversité. Mais si je n'ai pas de position au début, si je ne suis pas capable de me donner ces temps de réflexion, puis là, vous allez dire, oui, mais dans le quotidien, Manon, les temps de réflexion, on en fait entre deux portes, on en fait un peu pendant la récréation, on en fait. Bien, c'est ça, c'est peut-être avoir des places quand vous avez des personnes qui vont faire la recherche ou qui vont vous voir au niveau de la formation, mais là où on prend des temps dans cette formation-là pour réfléchir, mettre des mises à distance, bien là, je ne pars pas avec un outil. C'est bien aussi de partir avec un outil. Mais l'outil, là, il me sert à quoi si moi je ne le raccroche pas à mes convictions d'enseignante, à mes convictions de comment moi je peux faire la différence auprès de l'enfant. Merci, Mme Doucet. On va revenir là-dessus. Je suis sûre qu'il y a déjà beaucoup de questions qui se présentent dans la salle du point de vue justement de l'enseignant. On est parti de l'élève à la classe, à l'enseignant. On va arriver maintenant de façon plus générale au système, on va le dire comme ça, avec Marcelle Parr, qui est directrice d'Action Compétences. Elle est consultante en éducation. Elle s'intéresse à l'apprentissage en autonomie depuis plus de 15 ans. Elle est détentrice d'une maîtrise en gestion de l'éducation et de la formation. Elle a œuvré dans le monde de la formation professionnelle comme enseignante, comme conseillère pédagogique et directrice adjointe. Et au ministère de l'Éducation, elle a eu la responsabilité pédagogique du dossier de l'alternance travail-études. Il y aura aussi beaucoup d'autres choses à dire, mais je compléterai en disant qu'elle agit actuellement à titre de consultante en éducation et occupe des fonctions de chargée de cours en formation des maîtres dans différentes universités. Marcelle Parr, on vous écoute. Merci. Oui. Je pense que la progression entre ce qui a été dit nous amène à un macro-environnement, c'est-à-dire l'univers dans lequel se situe une tâche enseignante. On a parlé des apprenants, on a parlé des élèves, de la clientèle. Oui, on sait que c'est une clientèle très, très hétérogène en formation professionnelle, tant au point de vue de la provenance, de l'âge, des expériences de travail, du statut de l'élève. On sait que dans des approches comme l'alternance travail-études, alors que traditionnellement, c'était un statut d'élève qui va faire des apprentissages en entreprise, on voit de plus en plus arriver un nouveau statut de l'élève, c'est-à-dire un employé d'une entreprise qui, par des pratiques d'alternance plus soutenues, au-delà de 50% inclus de la durée d'un programme en milieu de travail, ce n'est pas juste des élèves qui sont en entreprise, ce sont les travailleurs qui font un retour aux études
et qui s'inscrivent dans nos centres de formation professionnelle, mais qui passent une grande partie de leur apprentissage par alternance dans l'entreprise. De quelle manière on va faire le suivi de ces élèves-là? Donc, quand on parle d'hétérogénéité, maintenant, on parle d'hétérogénéité des parcours aussi. On va voir arriver dans nos groupes classes des personnes issues du monde du travail qui sont passées par un processus de reconnaissance des acquis et des compétences et qui vont revenir dans nos centres de formation, soit directement dans le centre, en présence réelle, soit en alternance, travail-études, soit même en formation à distance pour compléter la formation qu'il leur resterait à avoir pour aller décrocher le diplôme, le DEP ou d'autres programmes. Donc, ça induit ça d'autres dimensions au niveau de l'hétérogénéité des clientèles. J'ai abordé un petit peu l'alternance travail-études dans l'univers professionnel d'une tâche enseignante. On est dans une salle de classe, certes, dans un atelier aussi, mais on est dans différents modes d'organisation de la formation professionnelle. Alors, on parle d'alternance travail-études. Comment l'enseignant se situe par rapport à des pratiques d'alternance? Il doit se positionner, il doit positionner son rôle. Quelle est sa responsabilité? Alors, il n'est plus seulement dans sa salle de classe et dans son atelier, il est délocalisé dans un autre milieu, qui se trouve être le milieu du travail, et il travaille avec des partenaires externes, qui sont le maître de stage ou le superviseur de stage, dépendamment du terme qu'on va lui donner. C'est assez déstabilisant quand on commence des pratiques d'alternance. Si, en plus, ça fait longtemps qu'on n'est pas allé sur le marché du travail, on se questionne par rapport à notre compétence, est-ce qu'on est encore à jour, etc., etc. Ce sont d'autres personnes qui font des observations sur nos enseignants, sur nos apprenants. Est-ce que ces personnes-là savent quoi observer? Quelle est la nature des informations que je leur ai transmises pour qu'ils puissent faire de bonnes observations? Quelle est la nature des rétroactions qu'ils font auprès de mes élèves? Est-ce que je les ai formés à ça? Est-ce que je les ai accompagnés? Donc, l'alternance travail-études amène des dimensions différentes au niveau de la prestation d'enseignement. On n'est plus en prestation devant sa salle de classe, mais on est dans une autre forme de prestation qui est d'organiser un parcours éducatif. Et là, ça place la lorgnette à 180 degrés. Alors que comme enseignant, on se positionne en prestation de service, mais bon, de plus en plus en formation, en approche par compétences, on essaie de mettre en place des activités où nos apprenants vont être actifs. Donc, c'est quoi le positionnement? Est-ce qu'on est en avant de la classe, en retrait de la classe? Est-ce qu'on est dans la classe? Et je pense qu'on est au cœur des activités. Et quand on est en alternance travail-études, on a ce même positionnement-là à établir. C'est pour ça que l'équipe programme devient très importante. Qu'est-ce qu'on fait? Quelle est notre pratique d'alternance travail-études? Comment on va intéresser nos entreprises? Comment on va les accompagner? Parce que, en fait, comme je l'ai dit souvent, le véritable rôle d'un enseignant, ce n'est pas nécessairement d'enseigner, c'est de veiller à ce que les élèves apprennent. Alors, je suis dans un contexte complètement différent, mais mon rôle reste de veiller à ce que les élèves apprennent. Il y a aussi toute la formation à distance. On pourrait faire un post-doctorat sur la formation à distance, mais pour vous dire que le positionnement, encore là, il est important. C'est l'enseignement individualisé aussi. Qu'est-ce que je fais quand je suis un prof en enseignement individualisé? Est-ce que je me promène dans ma classe, je recule, je corrige, quand il y a une main qui se lève, je vais répondre? Ce n'est pas que ça, l'enseignement individualisé. C'est quoi le positionnement d'un prof pour rendre sa classe active? Ce n'est pas défendu de faire travailler 2 élèves 2 par 2, même si on est en enseignement individualisé, pour reproduire des pratiques sur le marché du travail. Alors, toutes ces pratiques-là, ces nouvelles modalités d'organisation de la formation, que ce soit l'enseignement individualisé, ce n'est pas nouveau, mais je ne crois pas que ce soit si bien maîtrisé que cela. L'alternance travail-études et le numérique, ce sont des modes d'organisation qui vont impacter sur les rapports éducatifs qu'on va avoir avec nos élèves. Ça transforme les milieux d'enseignement et ça crée des partenariats internes et externes qui font référence à l'identité professionnelle. Je suis qui comme enseignant dans ces différents parcours. Merci beaucoup, Madame Parr. Le temps file, puis je veux vraiment vous inclure dans la discussion le plus tôt possible. Je suis persuadée qu'il y a beaucoup de questions qui sont déjà dans vos têtes. Je vous invite à vous lever et à vous rendre au micro et à ne pas vous gêner, s'il vous plaît, parce que dites-vous bien que si vous avez une question,
c'est certain qu'il y a au moins une autre personne dans la salle qui avait la même, sinon plus. Et votre question et la réponse qui vont suivre vont bénéficier à tout le monde. Moi, la question que je vous lance tout de suite en attendant que quelqu'un se lève et aille poser sa question, c'est sûr qu'il faut être le plus inclusif possible. On veut donner sa chance à tout le monde, c'est ça l'idée. Est-ce qu'il y a des limites à ce qu'on peut absorber comme diversité dans les classes et dans les programmes? Est-ce qu'il y a des limites à ce que les enseignants sont capables de faire dans ces contextes-là? Et si oui, on gère ça comment? Parce que j'ai entendu dire des choses, moi, j'ai entendu des gens s'exprimer. Il y a des gens qui trouvent ça dur, des gens qui disent « je suis pas capable, je suis débordé » ou « le programme n'a pas de bon sens » ou « on m'impose des choses, j'y arrive pas, je patente ce que je peux, mais je suis découragée, je suis fatiguée. J'ai entendu des choses comme ça, puis je ne suis pas du domaine, mais je le côtoie assez pour les entendre, ces choses-là. Alors, conséquemment, la question, c'est, oui, il faut la gérer, cette diversité-là. Il faut outiller les gens, mais jusqu'à quel point, là? Où sont les limites s'il y en a? Peut-être ouvrir le bal. Oui. Je pense qu'il faut faire la différence entre des limites en termes d'exercice de la compétence, puis les limites en termes de moyens pour arriver à maîtriser la compétence. Un jeune qui a des limites dans les moyens pour apprendre la maîtrise de la compétence, il y a toute une diversité de possibles pour l'aider à développer cette compétence-là en utilisant une variété de moyens. Ça rejoint un peu les propos de mes collègues. Là où tant la recherche que le discours pratique met des limites, c'est plus dans l'exercice d'une compétence. Je ne sais pas moi, une protection territoire faunique, où le vocabulaire, le nom des plantes, des arbres, etc., il y a quand même beaucoup de choses à apprendre, puis qu'on a vraiment une personne qui a un défi monumental dans l'accès lexical. Ben, on a peut-être une limite qui n'est pas juste de moyens, mais une limite dans l'exercice de la compétence, de reconnaître les plantes dans le milieu naturel, de pouvoir les mobiliser, etc., etc. Mais cette différence-là, c'est probablement un des enjeux cruciaux. Puis je ferai un lien peut-être avec l'université parce que ça se pose à tous les niveaux, qu'on soit à tous les niveaux. Une infirmière, en sciences infirmières, qui a à apprendre à mesurer l'adilodite qu'elle va donner à un patient. Alors, il y a toutes sortes de moyens pour apprendre à mesurer, mais si au final, elle ne peut pas exercer correctement cette obligation-là de sa profession, elle ne pourra pas être infirmière. Par contre, si on n'a pas pris tous les chemins possibles pour lui permettre de le maîtriser, bien là, on est plus dans ce qui relève de l'école et de l'enseignement. Point de départ à la réflexion. Merci. Quelqu'un veut ajouter? Oui. Oui, Marcel. Je parlerai d'une contrainte de temps. Contrainte de temps. Oui, parce que d'implanter, d'abord, commençons par développer, ne serait-ce que de réfléchir, pensons à l'alternance travail-études, ou à la diversité des approches en fonction des réponses aux besoins, ça demande une réflexion préalable. Une fois cette réflexion-là est faite, ce n'est pas uniquement une réflexion individuelle, c'est une réflexion d'équipe programme. Quels mécanismes on va mettre en place? Il faut ensuite les développer, ces mécanismes-là. Il faut développer des outils. Il faut développer des partenariats internes, externes. Il faut développer notre modèle. Et pour l'implanter, il faut le valider. Après, qu'est-ce qui en est résulté? Qu'est-ce qui en a résulté de tout ça? Donc, ce n'est pas comme prendre un programme d'études. Déjà, prendre un programme d'études, l'implanter, ça requiert du temps qui n'est pas toujours présent autant qu'on aimerait. Et quand on pense à développer, au-delà du programme d'études, des approches pour tenir compte de toute la diversité, qu'elle soit individuelle, organisationnelle, pédagogique, cette implantation-là requiert du temps aussi. Et ce n'est pas toujours facile dans nos organisations qui sont pressurisées par le temps. Et si on parle de temps, on parle aussi un petit peu d'argent, de dégagement, de personnel. Alors, voilà une dimension, je pense, qui est à considérer là, vraiment pratico-pratique.
Si quelqu'un d'autre veut ajouter, vous pouvez enchaîner. Après ça, on ira à monsieur à sa question. Oui, on vous écoute Ouais. dans vos réponses, puis ensuite, on va enchaîner avec votre question, monsieur. Oui. Je vais y aller de manière brève, vraiment, pour laisser le temps aux gens de la salle, mais sans parler nécessairement de limite, j'aime mieux parler dans ce cas-ci de défi avec ce que j'ai envie de vous dire. Oui. Avec ce que Nadia a nommé quand on parle des limites qui pourraient être liées à l'enseignement, quand on parle des limites de temps, des limites organisationnelles, le plus grand défi que je vois en lien avec ça, c'est vraiment comment utiliser de manière efficiente l'ensemble des ressources dont on dispose. Puis est-ce qu'on a accès à toutes les ressources qu'on devrait disposer? Est-ce qu'on fait des bons choix dans nos allocations financières par rapport aux ressources? Parce que l'enseignant qui, lui, doit penser, doit développer une multitude de manières d'enseigner pour permettre à mon infirmière de développer la dite compétence si éventuellement elle est capable de la développer, parce que là, ça, c'était le deuxième défi. Bien, ça demande du soutien, ça demande de la formation, ça demande de l'accompagnement. Donc, un centre qui n'investit pas en formation, qui n'investit pas en accompagnement de ses enseignants, ne peut pas s'attendre à ce que ses enseignants développent les compétences nécessaires pour pouvoir adopter un enseignement qui se veut différencié. Ça, bien, ça implique aussi une réorganisation parfois des tâches, libérer du temps, puis d'allouer des ressources pour embaucher des gens qui vont former et accompagner notre personnel. Donc, tu sais, c'est vraiment, faut voir si on croit à l'inclusion, si on croit qu'on est capable de former un maximum de personnes pour répondre aux besoins du milieu, bien, il faut faire des choix qui sont cohérents avec nos croyances. On ne peut pas juste vouloir ça et penser que ça va arriver tout seul. Là. Ça, c'est au haut niveau là, que ça se passe là. Ben oui, c'est ça. Ben, voilà, c'est ça. Ça, c'est le gros défi. Là. C'est ça. Puis, ça veut aussi dire de travailler en équipe, de ne pas travailler seul. Ah, oui. Merci. Oui, Madame Rousset. J'ajouterais aussi que, ben, moi, je pense qu'il peut y avoir des limites, effectivement, mais est-ce que ces limites-là ne sont pas celles qu'on s'impose aussi comme enseignant? C'est quoi la responsabilité? Parce que je partage ce qu'elle dit, mais quelles sont nos actions aussi qu'on va faire justement pour faire changer ce système-là? Parce que je pense qu'il va changer aussi à la base. Il va y avoir un certain nombre d'actions qu'il faut poser, nous, comme enseignants, plutôt qu'être dans position puis c'est pareil partout, là, nous autres aussi, à l'université, plutôt être en position de critique non constructive, là, des fois qu'on peut dire critiqueux, plutôt qu'être dans cette position-là, ben, quelle autre position et la force de l'équipe, la force de notre équipe peut arriver à faire changer des choses. On fait des choses parfois au-delà de ce qu'on pourrait penser avec les enseignants quand on les accompagne. Tu dis, des fois, la directrice dit, ben non, ils n'iront pas jusqu'à là. Oui, c'est sûr. Puis ils vont au-delà de ça, ils en font encore plus. Donc, il y a cette confiance-là aussi qu'il faut avoir en nous, en nos ressources, puis surtout qu'on est capable de faire ça. C'est l'année passée. La personne parlait de la meilleure version. On veut qu'il fasse quelque chose. Il y avait et j'ai retenu ça, il y avait une conférence que j'ai entendue, je pense que c'est l'année passée. La personne parlait de la meilleure version de soi-même. Est-ce que si je suis la meilleure version de moi-même, je ne permets pas aux élèves d'être la meilleure version de soi et mon travail, c'est ça, d'être capable de l'accompagner là-dedans. Donc, la limite, oui, mais on a des choses à faire. Puis à propos de ce que tu disais par rapport à on en a aussi, nous autres, des élèves, des étudiants. Moi, j'ai dans mes classes des dyslexies graves, des orthographies graves en enseignement, là, qui se préparent pour être des enseignants, TDAH. J'en ai aussi. Des fois, ma limite, puis sa limite, c'est juste de faire ensemble, de prendre conscience que c'est peut-être pas ça, la meilleure version de moi-même. C'est peut-être pas en faisant telle chose ou en étant enseignant ou en étant... Donc, c'est un peu la même chose. On a cet accompagnement-là aussi comme enseignant à faire auprès de l'élève pour dire, ben, si j'arrive à la limite de cette compétence-là. Hey, c'est beaucoup à demander à un enseignant. Hein? C'est pas qu'une petite job, hein? C'est quelque chose. Merci. Monsieur, c'est gentil de briser la glace. Merci de vous identifier et de nommer l'organisation. OK, d'accord. Je suis René Caron, des navigateurs ici. Je suis directeur du CFP Gabriel Rousseau. Alors, je trouve, c'est une question ou mon avis. Alors, je proviens bien entendu du secteur jeune. J'ai été aussi enseignant, j'ai été formé aussi comme enseignant. Ce qu'il faut comprendre aussi en FP, puis je trouve un peu le défi grand, c'est qu'on demande d'inclure des jeunes qui ont toujours été exclus
dans le secteur jeune qui ont été mis de côté dans des classes spécialisées, dans des classes. Alors, on demande maintenant, lorsqu'ils arrivent en formation professionnelle, de mieux se connaître, de les inclure. Je suis un directeur du secteur jeune qui a toujours été pour l'inclusion totale des élèves, mais c'est encore aujourd'hui pas la réalité. Alors, c'est la grande difficulté, on le disait tout à l'heure, une clientèle qui est pluralité de la clientèle, hein, le motivé, le moins motivé, etc. Donc, moi, je pense que le positionnement de la formation professionnelle dans le cursus scolaire jeune, il est défectueux, il est à la fin du processus au lieu de faire partie du processus du secteur jeune. Donc, on a toujours un élève qui arrive avec ses difficultés alors que peut-être dans une école orientante, aurait pu être guidé vers un DEP au lieu de le chemin qu'on dit toujours normal, le DS et le DEP. Et puis, pour être en FP depuis déjà une dizaine d'années, le travail des gens, je pense qu'ils savent déjà qu'ils incluent des élèves en difficulté, puis ils n'ont pas ce préjugé-là qui existe au secteur jeune. Donc là, on est en train peut-être de l'inclure, ce préjugé-là. Alors, souvent, nos enseignants de la formation professionnelle font déjà un enseignement très explicite hein, que la recherche trouve. Donc, c'est un grand avantage sur le secteur jeune. Mais comme vous disiez, madame, tout est dans l'aménagement du temps, les ressources, etc. Mais la formation des maîtres, etc. Donc, moi, je crois que l'AFP, elle est mal positionnée dans le cursus scolaire et que peut-être, dès le jeune âge, on pourrait intervenir à inclure, puis on ne parlerait plus d'inclusion rendue en AFP. Oui, merci. Avant de vous permettre de répondre, juste, je vous invite à suivre l'exemple de monsieur. S'il y a une problématique, quelque chose qui en particulier vous touche et vous aimeriez profiter de la présence de nos experts ici à l'avant pour réfléchir ensemble à cette problématique, faites comme monsieur, rendez-vous au micro et posez votre question. Donc, votre réaction, est-ce que vous venez d'entendre, mesdames? Moi, j'aimerais réagir à ça. Je trouve ça très intéressant parce que quand on parle d'inclusion, vous savez, tout l'apprentissage universel et tout, quand, vous vous souvenez, les rampes d'accès pour les personnes en fauteuil roulant, ben, il y a une vingtaine d'années, ça n'existait pas. Et c'est un concept architectural, l'accès universel. Et on parle d'apprentissage universel maintenant en éducation. On transfère cette notion-là, ce concept architectural, un concept éducatif, à savoir si on permet les rampes d'accès, on peut tout le monde marcher sur une rampe d'accès, ce n'est pas que réservé aux personnes en fauteuil. Même chose en éducation. Donc, si on développe du matériel d'apprentissage pour soutenir les personnes qui sont plus en difficulté, ce matériel d'apprentissage-là, de toute façon, va être d'un usage pertinent pour les personnes qui éprouvent moins de difficultés. La formation professionnelle, avant 1986, le début de la grande réforme des programmes d'études selon l'approche par compétence, il y avait le professionnel court et il y avait le professionnel long. Et là, c'était définitivement là où on envoyait les personnes en difficulté d'apprentissage. Il y avait comme une équation, formation professionnelle égale difficulté d'apprentissage. Et ça a été très difficile, très long de défaire cette vision-là. Encore, elle n'est pas complètement disparue de nos écrans radars. On souhaite, plusieurs personnes souhaitent d'avoir une fille ou un fils médecin en souhaitant que celui du voisin soit un bon plombier. Mais le métier de plombier comporte des grands avantages et un très bon salaire aussi. Donc, le fait d'avoir redonné et de continuer de redonner ces lettres de noblesse à la formation professionnelle comme étant une voie qui est aussi valable que le DES, le DEC et le bac. D'ailleurs, on a des élèves qui nous proviennent du DEC et du bac, quand ils disent, bon, ben, j'ai mon bac, papa est content, je vais aller faire ce que je veux maintenant au DEP. On sait qu'il y a une complexité dans l'apprentissage de ces métiers-là. On ne s'improvise plus ouvrier de la technologie. Donc, si on parle d'inclusion de tous les apprenants, d'amener dans le cursus primaire, secondaire des dimensions de la formation professionnelle, que ce soit par des activités dans nos centres, de la valorisation de l'AFP à l'intérieur de nos commissions scolaires, tout ça va contribuer à aller chercher, intéresser un public. Mais c'est pas vrai que l'AFP est plus facile. Bien entendu, on n'est pas en train de jongler avec des concepts
plus théorique, mais il reste que des notions d'électricité, d'électronique, ça s'apprend aussi avec certaines quantités d'efforts intellectuels. Là. Oui. En fait, je me dis, le jour, si on peut y arriver, quand on ne parlera plus d'inclusion, on va avoir réussi l'inclusion. Hein? C'est ça, je pense que c'est le but ultime. Ce matin, dans Le Devoir, il y avait un article sur la ville de Montréal plus inclusive. Bon, donc, ce n'est pas le défi seulement de l'éducation. Et c'est vrai ce que vous dites, parce que c'est un processus continu. Et dans l'ouverture des éventails de ce que je peux faire, moi, comme apprenant, bien, c'est les diverses possibilités, mais c'est aussi des ancrages. Je me dis toujours, ce qu'on a fait avant, bien, on a fait ce qu'il fallait faire avec les éléments qu'on avait, puis avec ce qui existait aussi au niveau de la connaissance, puis ce qu'on avait comme expérience. Maintenant, est-ce que ce que je faisais avant, ça tient encore la route en tenant compte de toute cette évolution-là? Si oui, s'il y a des choses, bien, je consolide. Sinon, bien, je suis obligée, là, d'amorcer un changement. Puis quand je dis obligée, bien, c'est comme un passage obligé, parce que je peux rester sur mes positions d'avant, puis même si j'en ai conscience, pour être capable de mettre en action. Mais ce sont des souhaits comme ça qui arrivent à faire changer les choses. Je me dis toujours, si Steve Jobs avait attendu d'avoir un local pour être capable de développer son produit Apple puis les ordinateurs, ben, peut-être qu'il sera encore dans son local, puis, mais non, il a commencé dans son garage. Fait que pour moi, c'est une belle image qui me dit c'est important de revoir nos systèmes, puis même si ça change lentement, notre problème, je trouve qu'en éducation, c'est qu'on est toujours dans la théorie des petits pas. Puis moi, je pense que cette théorie des petits pas-là, ça ne fait plus. En tout cas, moi, je ne suis plus capable d'entendre parler de la théorie des petits pas. On n'avance pas, petits pas, puis parfois, ça nous fait reculer. Fait que ça, je trouve ça important d'avoir des porteurs de flambeaux. Et on devrait être tous ces porteurs de flambeaux-là parce qu'un système, il ne change pas tout seul. Un système, il change avec les personnes. Donc, merci. Puis ça, il faut que vous soyez ambassadeur de ça aussi. Il faut qu'on soit ambassadeur pour être capable de se faire entendre. Est-ce que je peux aussi? Oui? J'ai beaucoup aimé votre question, intervention, commentaire. Je ne sais pas à quel niveau le situer. Mais vous avez nommé quelque chose de très important. Et effectivement, les jeunes qui ont été scolarisés uniquement en classe d'ADAP ont beaucoup plus de défis. Non pas seulement en termes d'obtention d'une première qualification, d'un premier diplôme, mais même au niveau de l'insertion socio-professionnelle réussie. Mais si je reviens à la grande étude de cohorte, ceux qui ont fait un passage par l'ADAP, mais beaucoup plus tard dans leur cheminement, ont quand même beaucoup plus de chances d'arriver à l'obtention d'un diplôme. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose qui nourrit le problème, et c'est le fait que les jeunes, en fait, plus on est en difficulté, moins on a l'opportunité de faire des choix. Et ça, c'est un problème fondamental. C'est-à-dire que vous disiez, il y a beaucoup de jeunes qui vont choisir l'AFP, mais depuis longtemps, ils sont en ADAP. Ils n'ont pas choisi d'être en adaptation scolaire. Juste au parcours de formation axé sur l'emploi, c'est à peu près 93% des jeunes que nous, on a étudiés qui n'ont pas choisi d'être au parcours. Et quand on leur demande, c'est quoi votre objectif au parcours, il y en a deux, aller à la FGA puis aller en FP. Fait que vous voyez, comme ils ne font pas partie de la prise de décision les concernant, je reviens tantôt, ils ne se connaissent pas, ils ne savent pas leurs forces, etc., etc. Puis là, vous ramassez ça. Mais la raison pour laquelle ils choisissent l'AFP ou la FGA, c'est parce qu'ils ont l'opportunité de faire un choix. Et c'est pour ça que plusieurs, dès l'âge de 16 ans, veulent quitter le secteur jeune. Parce qu'enfin, j'ai le droit de choisir, j'ai 16 ans, j'ai le droit de choisir. Mais ils arrivent pareil avec tout leur bagage, leur petit baluchon d'expérience, pas toujours facile. Puis l'autre chose que j'amènerais, c'est qu'au Québec, c'est quand même dans la récente politique de la réussite éducative qu'on nommait pour la première fois dans une politique du ministère inclusion. On ne l'a jamais fait avant. Alors, c'est pas étonnant qu'il y ait encore beaucoup de pratiques peu inclusives, particulièrement à l'enseignement secondaire. Mais il faut quand même se dire, ben, peut-être que puisqu'on le nomme pour la première fois au Québec dans une politique du gouvernement de l'éducation, peut-être qu'on va
vous aider. Puis vous avez dit aussi quelque chose de très intéressant que les jeunes confirment également. En FP, vous êtes ouvert à la diversité, puis il ne faudrait pas le perdre. Hein? C'est bien important, puis je pense que c'est pour ça qu'ils réussissent si bien chez vous. Il ne faudrait pas le perdre, puis les jeunes eux-mêmes, même en stage, nous disent, moins ils sont au courant que j'ai de la difficulté, plus ils semblent m'apprécier. Alors, c'est quand même parlant comme... Oh oui, beaucoup. Ouais. Quand quelque chose est uniforme, on n'a pas besoin de s'adapter. Hein? C'est la même chose pour tout le monde. Plus c'est diversifié, plus il faut s'adapter. Alors, quand on pense à un concept de diversité en formation, parlons donc de l'effort d'adaptation. Il doit se faire où en proportion? Tout le monde doit faire un peu sa part, mais quand on pense à l'élève doit s'adapter, l'enseignant doit s'adapter, le programme, le milieu de travail, pourriez-vous commenter un peu l'effort d'adaptation, puis où il doit se placer de façon peut-être plus marquée? Est-ce que je peux parler de mes conditions de réussite? Ben, allez-y donc, tiens, ta question au début, tu vois, OK. Ils m'ont placé au bout pour que j'ouvre la balle. C'est ça, là. C'est parce qu'on parle d'adaptation, puis dans les fameuses conditions de réussite, il y a des choses qui ont déjà été nommées, là, mais pour mieux soutenir les pratiques inclusives, c'est un peu ce que disait ce matin Mme Clark, ce qui est bon pour les élèves est bon pour les enseignants, mais c'est le même principe. Tantôt, Nancy a parlé de collaboration puis de coopération. Bien, s'adapter tout seul, de façon isolée, c'est un méchant défi. Par contre, le faire en groupe, c'est beaucoup plus facile et soutenant. Alors, dans ces fameuses conditions-là, il y a un leadership de la direction du centre ou du lieu éducatif qui va favoriser la mise en place de pratiques collaboratives, co-planification, planifier, pas tout seul, mais à deux. Planifier avec la conseillère d'orientation, planifier avec l'orthopédagogue pour nous aider justement dans la recherche de moyens. Quand on fait ça, on s'outille. Quand on s'outille, ça nous aide aussi à avancer et à s'adapter. Plus on valorise l'engagement du jeune, plus celui-ci est engagé, plus lui aussi doit s'adapter. Alors, c'est vraiment, quand vous dites tout le monde doit s'adapter, c'est vrai. Donc, co-planification, co-enseignement, co-résolution de problèmes. Juste ça, ça veut dire sortir de notre façon usuelle de travailler en silo. La valorisation du plein potentiel, souvent on parle des limites, des défis. Il faudrait tout mettre ça aux poubelles puis parler de besoins. Je peux avoir un diagnostic puis pas avoir de besoins. Alors, il faut vraiment changer notre... et quand c'est une autre adaptation, mais c'en est une pour le jeune aussi, parce que l'inviter à parler de ses besoins, on est en train de travailler la connaissance, on est en train de travailler son engagement, qui vous donne des outils pour l'aider. S'il vous parle de son trouble d'apprentissage, ça ne vous aide pas. Mais s'il vous parle de son besoin d'aide en lecture, oups, on vient de changer complètement la donne. Je l'ai dit et je le répète, l'occasion de faire des choix, donnez-leur l'occasion de faire des choix, ça les place dans une posture d'adaptation. Est-ce que j'ai pris une bonne décision? Est-ce que le choix était bon pour moi? Ils apprennent aussi à vivre avec les conséquences de leur choix, mais ça vous oblige aussi à vous adapter dans votre enseignement pour leur donner l'occasion de faire ces choix-là. Donc, quelques petites pistes en vrac qui mobilisent l'adaptation et des jeunes et des enseignants. C'est bien. Oui, juste c'est ma boucle d'oreille. Je vais l'enlever. Merci de votre intervention, monsieur. Je vous invite tous à suivre le modèle de monsieur. Non pas pour parler des boucles d'oreilles, mais pour venir, parce qu'il nous reste à peu près 8 minutes et je voudrais vous entendre dans vos répliques. Mais s'il y a une question qui n'a pas été du tout abordée depuis le début, là, il y a un point qui vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore entendu, c'est votre dernière chance. Là. Il reste environ 8 minutes. Alors, je vous invite à vous lever et à vous prendre position au micro, puis on va revenir à votre question une fois qu'on aura entendu la suite des choses ici. Oui. J'avais juste envie de dire, tu as parlé de co-enseignement, de co-planification, co-résolution. Co-résolution. Je dirais qu'il y a un grand mot qui englobe ça, c'est co-responsabilité. Tout à fait. Fait que la co-responsabilité, si on le comprend bien, ça veut dire que chacun est responsable. L'enseignant est responsable, l'élève est responsable, les collègues sont responsables. Et ça, c'est la collaboration. Donc, la collaboration, elle est importante
On dit tous qu'on en fait la collaboration, mais c'est quoi notre intensité de collaboration? C'est peut-être ça où il faut se poser. Quand on travaille avec les enseignants, quand on regarde cette collaboration-là, elle se situe, la plus grande proportion se situe au niveau du premier niveau d'intensité de collaboration, donc l'information, l'échange mutuel. Mais quand on prend conscience de cette collaboration à ce niveau-là, bien, ça nous permet de dire quelles sont les actions que j'ai à poser pour augmenter mon intensité de collaboration. C'est là que ça devient intéressant. Puis, c'est vrai qu'on veut tous travailler en collaboration. Est-ce qu'on se donne ces moyens-là? Est-ce qu'on a les moyens? Est-ce qu'on a les moyens de le faire dans l'école? Mais c'est quoi ces moyens-là qu'il faut se donner? Vous disiez tantôt, tu parlais de le leadership de la direction. Le leadership de la direction, moi, j'ai fait des miracles avec ça, le leadership de la direction. Oh, ouais, on ne peut pas faire ça. Ben oui, on peut. Pourquoi? Moi, t'es libéré. Les enseignants, les 40, t'es libéré. Il n'y a pas de problème. C'est où le problème? Ah, OK, parfait. Donc, c'est ça. C'est cette croyance, cette fondation-là au départ. Et c'est là où on a, quand on est en direction, bien d'abord, où on peut sortir de ces sentiers battus-là, où on est assez convaincu pour convaincre, et puis qu'on essaie justement, on voit les façons où on va se donner les moyens pour le faire. Mais la co-responsabilité, je pense que c'est vraiment essentiel. Oui. Marcel Parr? Je trouve ça intéressant, co-responsabilité. Moi, j'aimerais lancer le mot-clé autodéploiement. Autant des profs, mais je le lance pour les élèves. Parce que quand on parle d'une diversité, d'une difficulté, souvent on va voir des élèves qui ne sont pas déjà en responsabilisation de leurs difficultés. Il y en a qui le sont, mais ils ne le sont pas tous. Des fois, ils sont gênés de nous le dire, ils ne nous en parlent même pas. Il y a certains métiers où on doit savoir qu'il y a des difficultés parce que je voyais des petits sourcils relevés tout à l'heure en voulant dire oui, mais là, je ne les laisserai pas se blesser avec les outils s'ils ont de la misère à les maîtriser, à apprendre la procédure et tout ça. Donc, en FP, il y a des enjeux majeurs à ce niveau-là. Mais l'autodéploiement, c'est-à-dire comment on peut faire, oui, collectivement, comme équipe prof, mais de mettre notre élève au cœur de son propre apprentissage. On parle de responsabiliser, tout ça, mais que l'élève, lui, soit en processus d'autodéploiement. Ça va être bon quand il va être en enseignement individualisé aussi, en alternance travail-études aussi, si jamais il est en formation à distance aussi. Puis aujourd'hui, c'est comme ça qu'on fonctionne. On arrive sur le marché du travail, on donne un lieu, un espace, un poste de travail, un bureau au téléphone, puis on dit vas-y. Et on apprend, 5 ans plus tard, on ne fait plus les mêmes fonctions qu'on faisait. Donc, on apprend à s'auto-déployer aussi. Et toutes ces qualités, ces compétences-là, si on se place avec ce mot-clé-là, aider mes élèves dans leur processus d'autodéploiement, on leur donne la ligne à pêche et non pas le poisson. Oui. Oui. Un élément dont on a un petit peu parlé, mais pas tant, c'est, je reviens avec ce que j'ai dit à ma première intervention par rapport à la posture qu'on adopte. Si je pense, par exemple, à la direction de l'établissement, on parle d'un bon leadership, tout ça, mais est-ce qu'à la base, j'y crois? Toute la question de j'y crois à ce projet-là, j'y crois à la réussite des élèves, j'y crois à la capacité de mes enseignants de les faire réussir. Puis, est-ce que j'ai un discours qui est cohérent avec cette croyance-là, ou je suis plutôt la personne qui va jouer plus un rôle d'éteignoir? Parce que malheureusement, les deux existent. Et c'est sûr que si, comme direction d'établissement, je suis un éteignoir, il n'y aura pas de gros feu ardent dans le centre. On s'entend? Et comme enseignant, moi, ce qui me désole, puis je prône beaucoup la valorisation de la profession enseignante. Je suis une enseignante à la base, j'ai enseigné pendant plus de 10 ans, j'ai plusieurs amis qui sont enseignants, j'en ai plusieurs d'entre eux qui ne sont pas fiers d'être enseignants. Et je trouve ça désolant parce que quand tu es un enseignant qui se démène, qui réussit à faire des miracles, dans plusieurs milieux scolaires, qu'on soit au primaire, au secondaire, en FP, et où, en tout cas, moi, partout où je suis allée, là, c'est rare les milieux où il y a de la place à se trouver bon, à se penser bon, et à dire qu'on est fier de nous. Tu sais, si je suis en assemblée générale, puis que moi, je viens de vivre un projet, puis on a fait réussir un élève qu'on pensait jamais qu'il réussirait, puis on a travaillé en équipe, puis on a innové, puis
Et il a trouvé un stage, puis ils vont l'engager. Puis on pensait au départ qu'il ne pourrait pas. Que je lève la main, je dis, écoutez, moi j'ai envie de vous partager ma fierté. Ben, je vous garantis qu'ils vont en avoir en cachette, qu'ils vont choter à leurs collègues. Bon, tu t'intéresses pas, là, c'est quoi, on peut s'en aller, là? Ben oui, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne, t'es bonne. C'est des affaires comme ça. Moi, j'en ai entendu quand j'étais moi-même enseignante. Les peu de fois où on se valorisait, ben, on ne peut pas se dépasser si on n'est pas reconnu. Puis, si on ne peut pas influencer positivement si on n'a pas de tribune pour parler de nos bons coups. Il y a trop d'assemblées générales où on parle juste de ce qui va mal, puis on fait juste des points d'information, mais on ne parle pas de pédagogie. Donc, on a trouvé des moments dans l'année, outre l'Assemblée générale, pour pouvoir justement partout, tout le temps. Tout le temps, c'est ça. Ouais. Je trouve que c'est un élément qui est important parce que nos élèves, ils ne peuvent pas se trouver bons, se penser bons aux autres non plus, si sont entourés de gens. Les profs ne se trouvent pas bons. Exactement. C'est comme un effet boule de neige. À quelque part, il faut être fier, puis il faut le dire haut et fort. Vous avez bien raison. Mon Dieu, ça fait du bien d'entendre ça. Ben oui. Oui. C'est ça, bravo. On dit Tu as raison, Nancy. Oui. Ah oui. Oui. Non, mais c'est vrai. Et puis là, ça paraît-tu que ça m'aide? Puis moi, bien évidemment, je suis celle qui rappelle le temps qui qui reste. je sais. Alors, il nous reste 5 minutes. C'est correct. 5 minutes pour votre commentaire et réponse. C'est correct. 5 minutes pour votre commentaire et réponse. Merci à tout le monde parce que je trouve que c'est vraiment un échange hyper intéressant. Je ne suis pas une spécialiste de formation professionnelle du tout. Je suis une spécialiste du sentiment d'efficacité personnelle, du sentiment d'efficacité personnelle des profs, puis du sentiment d'efficacité collective que tu viens de soulever, Nancy, fort à propos, à mon avis. Nous, on n'entend vraiment pas beaucoup de ça. Mais l'intervention que je voulais faire, c'est pas une question, c'est juste une réflexion pour dire que, ben, dans le fond, l'apprentissage des élèves, c'est pas juste une entreprise cognitive, cette affaire-là. C'est largement une entreprise qui est interpersonnelle aussi, parce que bon, c'est sûr qu'il faut qu'ils apprennent, là, ils sont là pour ça, c'est sûr, c'est l'aspect cognitif, mais il y a tout l'aspect relationnel, interpersonnel, parce que ces apprentissages-là, ils sont médiés par des échanges de nature psychologique, de nature affective, émotionnelle. Vous l'avez dit, madame, ces enfants-là, ils arrivent poqués, là, ils ont un méchant bagage en arrière d'eux autres, ils traînent ça, fait qu'ils ont plein de peur, de désespoir, et ça, je pense que c'est vrai à tous les niveaux. C'est pas juste la formation professionnelle. Les élèves de la formation professionnelle, là, des fois, je dis, ils sont faits de la même farine que les autres. Là. Ils ont les mêmes besoins que les autres. Puis, fait que je pense qu'il faut en tenir compte. Puis je pense qu'ici, ce qu'on entend beaucoup, c'est la reconnaissance aussi de c'est quoi l'acte d'enseigner. Puis je ne sais pas si vous avez déjà lu le petit livre de comment il s'appelle notre écrivain, Daniel Pénac, son petit livre Chagrin d'école. Quand il dit c'est quoi la vraie fonction d'un enseignant, c'est d'enseigner à des enfants qu'on dit être des cancres, parce que c'est eux qui donnent la pleine valeur de la tâche qu'on a à faire, c'est-à-dire de leur apprendre, la nécessité même d'apprendre, puis leur capacité à le faire. Alors, c'est ma réflexion. Ben merci, les belles, votre réflexion, parce que ça nous rappelle à quel point c'est une aventure humaine, hein, l'enseignement. C'est une aventure, on prend un être humain, c'est un être humain qui se consacre à un autre être humain pour l'amener à développer son plein potentiel d'humain. Hein. Albert Jacquard dit, quand on lui demande c'est quoi, ben, il disait, parce qu'il est décédé maintenant, mais c'est quoi éduquer? Il disait, éduquer, c'est prendre un enfant par la main et le sortir de lui-même. Ah! Donc, je pense que c'est ce que... Puis pour ça, ben, je pense que c'est important, la base, c'est comme disait Nancy, là, c'est vraiment d'y croire d'abord. Souvent, les étudiants qui finissent s'en tournent dans le milieu du travail, quand ils sont pépés comme ça, ils sortent de l'école, ils sont pépés, les étudiants, puis ils se font dire par les profs, attends, quand ça va faire 5 ans, certains profs leur disent ça. Bien, moi, je dis, bien, contaminons par le contraire, contaminons par notre dynamisme, par nos croyances, nos convictions. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, effectivement. Écoutez, je pense que j'ai le goût d'arrêter ça là parce que la note est tellement belle. On veut garder ça justement dans cet esprit-là. Et on arrive, il nous reste 2 minutes. Alors, on a 2 minutes de jeu qu'on va utiliser d'abord pour vous remercier pour la qualité de votre attention et pour la qualité de vos interventions. Et bien sûr, remercier Nadia Rousseau, Nancy Goudreau, Manon Doucet et Marcel Parr pour leur contribution vraiment extrêmement enrichissante. Merci. Merci. Merci à vous.
Donc, le repas du midi se prend à compter de 11h35. Il est 11h30, donc ça vous laisse le temps tranquillement de vous en aller vers la salle. Et vos activités reprendront par la suite à 13h, votre bloc suivant. Donc, je vous invite à bien respecter l'horaire. Votre journée est bien remplie. Merci. Non, on laisse ici ça. Écoute.